Merci d'être venu. C'est le talk Refacto ou réécriture. J'ai créé cette présentation parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas clair dans notre discours. D'abord, merci à tous les sponsors qui généreusement permettent cet événement d'avoir lieu et que ce soit gratuit. Un peu sur moi. Donc, je suis un vieux agiliste. Ça fait plus de 20 ans que je suis Extreme Programmer, agiliste. J'étais formateur. Je suis American Polyglot Artisanal Retro Futurist crossed with team skill, anarcho-syndicalism in France. Et si ça ne vous parle pas, c'est cet autocollant-là. C'est une reformulation d'Agile par Brian Merrick, qui est une des signatures d'Agile, de Manifeste Agile. Donc attention, c'est la deuxième fois que je donne ce talk. Et hier, j'ai réouvert le slide pour la première fois depuis la dernière fois. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on peut discuter. Je pense que pour le moment, on est dans le clou, donc ça va, on n'est pas pressé. Pourquoi ce discours sur Refacto? Moi, ça m'a hérissé quand je vois des gens parler de projet de Refacto. Et honnêtement, l'idée de cette talk est venue lorsque une entreprise où j'étais partageait le plan pour le trimestre. Et dans le plan pour le trimestre, il y avait au moins 3 projets de Refacto. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. C'est un abus de langage. Refacto, c'est pas un projet. C'est pas un truc qui prend 3 mois. Ça, c'est la réécriture. C'est un redesign. Et du coup, ça crée un manque de clarté. Les gens, ils disent, oh, c'est un Refacto, ils vont refaire le truc, ça va une nouvelle fonctionnalité, ça va marcher mieux, etc. Et bien, c'est ça. C'est pas ça. Donc, voilà. Ça me fait penser à ça. Vous utilisez ce mot, mais en fait, je pense que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, ce petit talk, c'est pour vous rappeler. Aussi, ce talk, ça rentre dans une idée que j'ai eue il y a 2 ans, lors d'un Agile Tour, où je me suis dit, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais des Agile Tours. Mais il y a des nouveaux qui ne sont pas 10 ans dans l'industrie. Il y a des nouveaux qui sont assez récents et qui n'ont pas été là il y a 10 ans, quand on faisait des talks de base. Donc pour moi, c'est vraiment un talk de base. C'est quelque chose, le Refacto, c'est un élément essentiel de l'agilité. Et pourtant, c'est toujours mal utilisé. Et du coup, je veux juste résoudre ce problème-là, si je peux. Donc, voilà, je viens de dire ça. Le Refacto, c'est un des mots le plus mal compris dans l'informatique. Parce que tu dis, ah, je vais refacto un truc à ton chef, il va te demander d'estimer. Déjà, c'est un problème. Donc voilà, est-ce que ça veut dire quoi en français déjà? Ça ne veut rien dire. J'utilise parfois réusinage. J'ai trouvé celui-là, c'était assez intéressant comme terme, j'accepte. Donc, la définition, la vraie définition, et il y a une vraie définition, attention, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est de changer la structure interne d'un logiciel sans changer son comportement externe. C'est simple. Okay? Donc, si tu refacto la recherche, un des projets qui était sur le slide de mon entreprise, tu ne vas rien ajouter. Il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. Ça marchera mieux, peut-être, mais ce n'est pas le but non plus. Mais vous allez voir. Mais donc c'est juste donc il y a deux
deux usages, le nom et le verbe. Okay? En nom, c'est un petit modif interne de logiciel, restructurisation de code, pour le rendre plus facile à comprendre et plus facile à changer. Sinon, dans un verbe, c'est une série de petites modifications, une série de refacto. Donc, quand tu fais de refacto, le plus simple, c'est de renommer des variables. Je ne sais pas qui a déjà fait du TDD? Bien, le Test Driven Development. Okay? Il y a un concept déjà on veut que nos variables portent le sens qu'ils vont servir. Mais il y a aussi un consigne que j'aime beaucoup, c'est si tu n'arrives pas à trouver le bon nom, tu donnes un nom ridicule et tu continues à faire passer le test. Le but, c'est de faire passer le test, c'est pas de trouver le nom parfait pour ton variable. Mais après, la deuxième phase de TDD, le premier, c'est faire passer le test qui ne marche pas. Rouge, vert, fait passer le test. Le troisième, c'est refacto. Donc, ça fait partie intégrale de TDD en plus. Donc, maintenant que tu fais passer le test et les verts, tu vas dire, bon, OK, bidule, c'est le vrai sens de cette variable, donc on va renommer. Donc, ça, c'est un refacto tout simple. Et avec le but encore de rendre le code plus facile à lire. Ça vient d'où cette idée étrange? Qui connaît cette personne? Qui reconnaît sa tête? C'est Mr. Martin Fowler. Je ne sais pas s'il n'est pas encore Sir Martin Fowler. Il devrait être, mais on va nighter. Donc, une des fondateurs, une des signataires de Manifeste Agile. Avant le Manifeste Agile, il était à fond dans le modelage, donc il est aussi un des auteurs et créateurs de UML, pour ceux qui utilisent UML. Martin, il connaît beaucoup sur UML aussi. Ça le hérisse autant que moi quand on parle de projet de refacto. Il en parle dans son blog. Il a créé un livre avant le Manifeste Agile, donc en 2019, en 1999, 1999, much easier in English. Sur le refacto, c'est celui-là. Il a réécrit en 2018. Il a changé quand même certains trucs, il a laissé beaucoup comme c'était. Mais surtout, il a changé le langage. Parce que le premier, c'était en Java. Et il a écrit en JavaScript parce que c'est un peu plus utilisé. En plus, c'était le vieux Java du début. C'était Java 1. Donc, c'est quoi exactement? Donc, c'est le processus d'écriture de logiciel itératif. Donc, on parle toujours d'itératif. Si vous avez du code que vous avez écrit une fois et vous n'êtes jamais revenu dessus, il faudra peut-être retourner le voir, voir si ça porte toujours son comportement. Faire un petit refacto, peut-être pas. Ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il est imparfait. On sait que tout le code qu'on n'a jamais écrit est imparfait. La perfection, ça n'existe pas non plus, mais on peut toujours améliorer. L'extract function, j'imagine tout le monde a déjà vu cet nom dans un menu de refacto dans votre IDE. Maintenant, c'est devenu tellement commun. Maintenant, les IDE ils ont un menu refacto qui propose beaucoup de refacto qui sont le plus commun. Donc, l'extreme programming, donc il faut marcher arrière. Je sais pas qui connaît extreme programming? Et quand je dis qui connaît tous ces éléments-là? Très bien, très bien. OK. Extreme programming, ça prédate l'agilité. C'est de 1999 aussi. Et c'est un ensemble de pratiques pour créer des logiciels.
avec des aspects qui sont devenus l'agile. Au milieu, il y a la partie plus technique. Donc, on a le TDD, Famous Test Driven Development. Design simple, faire les choses le plus simple qui puisse marcher. Le refacto, déjà, fait partie intégrale. On revient toujours sur notre code pour réviser, corriger, rendre plus facile de le lire, rendre plus facile à changer. On va faire ça ensemble. Maintenant, on fait du mob, mais au minimum, tu fais deux personnes. Après, on a le parti Scrum. C'est pas Scrum, mais c'est Extreme Programming est compatible Scrum. Donc, il y a beaucoup d'équipes Scrum qui font des XP à l'intérieur du sprint. Okay? Il y avait un truc aussi qui maintenant c'est acquis plutôt, j'espère. Mais à l'époque, c'était pas du tout commun, le Continuous Integration, où tu intègres tout ce que tu écris tout le temps dans le code, tu livres tout le temps. Le code appartient à tout le monde dans l'équipe. Il n'y a pas, ça c'est le module X ou Y, c'est l'équipe, n'importe qui peut changer, parce qu'on a des tests. Donc c'est difficile à casser. Donc l'extreme programming, c'est un truc de base, et c'est là où vraiment le mot refacto est revenu dans le langage populaire. Kent Beck, un des créateurs, il dit avoir un regret, et c'est le nom. Parce que le nom, ça fait peur au manager. Et mais il n'a pas proposé d'autres noms, donc on reste avec Extreme Programming. Et son idée, c'est vraiment de pousser tous les dials à 11. Pousse tout à l'extrême. Donc, une idée aussi qu'il avait, c'était de réconcilier l'humain et la productivité. On n'est pas des machines, on n'est pas là pour taper. Ce n'est pas le nombre de lignes de code qu'on écrit qui fait qu'on est productif. On est des êtres humains. Et surtout, et c'est la première fois que j'ai vu ça dans l'informatique, il dit, mais il faut réfléchir pour coder. Ce n'est pas juste taper des trucs, mais il faut réfléchir. Et donc, il faut réfléchir pour créer des tests qui décrivent ce que tu vas faire. Ça peut aussi faciliter le changement social. Ça fait des équipes humaines. Il n'y a pas des équipes de techniciens qui ne se parlent pas, avec le cowboy qui dans le placard, qui ne veut pas parler aux gens, ne veut pas venir au daily. C'est une façon de développer, c'est un voie vers l'amélioration. Et surtout, le but d'Extreme Programming, c'est de réduire le coût de changement. Parce que le code va changer. C'est rare qu'on écrit un truc et c'est fini et c'est mis en prod. Il y a toujours des raisons de revenir dessus. Et il faut qu'on puisse revenir dessus facilement. Okay. Donc, ce n'est pas des trucs tout nouveaux. L'originalité, c'est vraiment de pousser à l'extrême, à 11. On ne fait pas juste un peu, on fait tout à l'extrême. Le review de code, au lieu de faire de review de code à l'ancien, où on va réserver une salle, on va passer une demi-heure, tu vas m'expliquer ce que tu as écrit, je vais te critiquer, tu vas retourner à ton bureau, tu vas appliquer le modif. Non, on va faire tout le temps ensemble. C'est le but de pair programming. C'est le review de code en continu. On est là, t'es sûr, ces noms de variables, ça ne me semble pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, au lieu de faire des tests à l'ancien QA avec un cahier de tests avec un fichier Excel, on fait des tests exécutables et on exécute tout le temps. On continue. On retravaille le code tout le temps. C'est refactoring, c'est le but là, de cette discussion. On fait toujours la chose la plus simple possible. C'est vraiment quelque chose qui est martelé. N'ajoutez pas des choses qui ne sont pas demandées. Yagni, vous connaissez Yagni? You ain't gonna need it. Okay? Fais ce qui est demandé. Et il n'y a rien de plus. Fais les choses les plus simples qui puissent marcher.
Pas besoin de créer un abstract factory de factory, juste crée ton objet. Il faut trouver un langage commun. En domain-driven design, c'est ubiquitous language. Mais il faut trouver un langage commun à l'intérieur de l'équipe. Déjà, quand on parle de produits qu'on est en train de faire, on va voir s'aligner sur les mots. Les mots sont importants, donc il faut qu'on soit accordé sur. Quand je dis ça, ça veut dire ce truc-là. Il faut partager ça aussi avec le client. Essayer de parler le langage du client. C'est le client qui va t'expliquer ce qu'il veut. Donc, ne fais pas des abstractions de ces termes, utilise-le dans le code. Faire les cycles très courts. Voilà, c'est tout le schéma. Le TDD, donc on a déjà parlé un peu. C'est vraiment l'essentiel de Extreme Programming et encore une fois, Refacto est essentiel à TDD. Donc, qui a jamais fait du TDD? Soyez pas timide, c'est OK. Essayez-le, c'est très bien. Si vous êtes disponible lundi prochain à 18h30, à Coolworking, près de Quinconce, il y a Okiwi, organise des Coding Dojo. Et donc, il y a un Coding Dojo lundi prochain. Venez expérimenter. C'est bienveillant. Il n'y a pas de mauvais codeurs. C'est juste, on va coder des trucs en TDD. Ça ne sert à rien, on va les jeter après. Mais c'est un entraînement à TDD. Donc, l'idée, on a une idée, on veut faire un truc, tu veux valider un email, par exemple. On va créer un test qui prend un email et qui retourne si c'est valide. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on exécute le test. On va faire, OK, jouer le test. Ah, mais ça ne marche pas. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut voir le test échouer? Ouais, pour vérifier que le code ne fait pas déjà ce qu'on veut faire. Ça peut arriver aussi. Ah, mais il le fait déjà. On n'a pas besoin de changer. Donc on veut voir que le test ne marche pas, que la fonctionnalité n'existe pas encore. Il y a plusieurs façons. Ça peut être un non-compile. Si tu utilises une classe dans le test, mais tu n'as pas encore créé les classes, ben, le test ne marche pas. Donc, vous avez plusieurs étapes pour le faire marcher. Après, fais passer le test. Et là, tu peux faire le truc dégueulasse. Si tu n'as pas des idées très, très claires, juste faire passer le test. Ça peut être 3 loops imbriqués, super dégueulasses. Le but, c'est de faire passer le test. Ça veut dire que le métier que vous êtes en train d'implémenter marche. Vous êtes arrivé à faire marcher le concept. Et maintenant, on peut refactoriser. Et comme on a des tests qui marchent, on sait que la fonctionnalité qu'on veut continue à marcher. Parce qu'on veut garder les tests verts, et on va nettoyer, on va refactoriser. Okay? C'est peut-être pas 3 loops imbriqués, mais quelque chose de plus moderne, functional language, map, reduce, un truc comme ça. Et puis on a créé notre test. Et à la fin de la journée ou à la fin de la session, on a une dizaine de tests et on a des choses qui marchent. Et les choses qui marchent ne vont pas être cassées parce qu'on a des tests. Pourquoi refactoriser? Il y a plein de raisons. Si tu demandes n'importe qui, pourquoi refactoriser? Ah, mais je veux que le code soit beau, comme un poème. C'est pas du tout la vraie raison. Si vous lisez les livres, vous le saurez. Le but de Refacto, c'est économique. Parce que le but de notre travail est économique. Et on veut produire un produit qu'on puisse vendre et être utilisé. On veut pouvoir le modifier et pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc vraiment l'idée de Refacto, c'est d'avoir le code le plus modifiable
qu'on puisse revenir. Et là, le client, il veut un nouveau truc. Pas de souci. Déjà, on a plein de tests, donc on sait qu'on ne va pas casser ce qui existe déjà. On va pouvoir ajouter de nouvelles choses. Donc, on va faire le refacto tout le temps. On veut un avenir meilleur. C'est plus facile à comprendre. C'est vraiment l'idée de soyez sympa avec ton toi-même futur. Si vous refactorisez et dans 6 mois, tu dois revenir sur le code, tu dis, ah oui, bah, c'est clair, c'est propre. Je vois ce qui est supposé faire. C'est ça l'idée. Et puis, bah, c'est toujours bien aussi si les gens partent, mais laissent un code propre derrière, ça aide les futurs développeurs, les futures générations. Et on peut encaisser. Tching. Des code smells. Donc, le livre de Martin Fowler introduit cette idée-là. Je n'ai jamais trouvé un terme que j'aime beaucoup en français. Quand tu dis code smells, Stephanie? Ouais, des mauvaises odeurs, voilà. Mais en gros, quand tu lis du code, et je suis sûr que tout le monde ici qui a déjà lu du code a trouvé des trucs dégueulasses. Tu regardes, c'est des... Et ça peut avoir plusieurs formes. Des classes trop longues, des méthodes trop longues. La jalousie de fonctionnalité. En fait, il a décrit plein de code smells dans son livre. Parfois, tu as une classe qui fait des choses, qui interagit avec une autre classe, mais en fait, des méthodes dans cette classe, en fait, ils devraient être dans l'autre classe. Et c'est la jalousie de fonctionnalité. Il y a une classe qui a approprié des fonctionnalités qui, en fait, ça devrait être dans une autre classe. L'intimité inappropriée. Il ne faut pas faire ça au boulot. Quand tu as une classe qui va aller fouiller à l'intérieur de notre classe, qui regarde ses méthodes privées, ses variables privées, c'est un peu inapproprié. Il ne faut pas aller chercher des détails dans la classe qui ne devraient être pas visibles. L'obsession primitive. Qui connaît l'obsession primitive? Oui, c'est bien. C'est un problème que je vois très, très, très souvent. Okay? Si vous avez un variable typé integer dans votre code, il est fort probable que ce n'est pas bon. Parce que j'imagine que le variable que vous allez traiter, que vous utilisez un integer, n'a pas la même limite qu'un integer qui est quoi, des millions de chaque côté de 0, quoi. Un integer peut être, je pense, 3 millions ou 4 millions. Souvent, votre integer, il est en fait 3 ou 4, 1 à 10. Et tu peux avoir des classes qui représentent cette limite dans ton code qui va te protéger contre des problèmes de sécurité, par exemple, des changements futurs. Il y a un très grand classique quand la France a passé de 6 à 8 numéros pour le numéro de téléphone. C'était un projet de des mois et des mois et des mois pour France Télécom d'implémenter, juste ajouter 2 chiffres. Ils avaient, mais partout dans le code, des primitive obsessions où ils n'avaient pas une classe numéro de téléphone. Ils avaient des integers ou d'autres représentations, mais si tu avais une classe numéro de téléphone qui avait ses limites, tu as un endroit pour le changer et c'est fini. Ce n'est pas des mois, c'est la matinée. Donc attention, quand vous utilisez des types natifs, peut-être, ça peut passer, mais gardez en tête, éventuellement, je vais devoir enrichir cette idée. Et puis la duplication. La duplication, c'est quoi le danger de duplication? Les coûts de changement? Ça, c'est un problème. Ça va introduire les bugs, parce que quand tu as de logique dupliquée, et tu as un changement, tu as un nouveau demande de client, tu vas changer,
Mais tu vas oublier un des algos. Et du coup, tu as un bug subtil qui va exploser un jour. Donc, la duplication, c'est pour ça qu'on veut pas de répétition dans le code. Il y a des concepts de refactory vers d'autres choses. Il y a même un livre qui s'appelle Refactoring the Patterns. Vous avez tous entendu parler de design patterns, j'espère. C'est quoi le... Nomme un design pattern. Tout le temps. Le singleton. C'est un design pattern. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais singleton, c'est un global variable déguisé. Donc, il y a un problème avec les variables globales? Il y en a plein. Je vous laisse explorer. Donc, des patrons de conception, donc des design patterns, c'est des résolutions de problèmes récurrents qu'on puisse appliquer dans la création logicielle. Et il y a cet livre qui a été écrit c'est un deuxième tome de refactoring, le premier livre, parce que là, il parle de, dans ces cas-là, donc tel code smell, ben, tu peux le refactorer vers tel design pattern. Et tu auras encore un logiciel plus facile à modifier. Refactoring de domain-driven design. Celui-là n'existe pas en cours, c'est à ma connaissance. Mais qui connaît domain-driven design? Très bien. Domain-driven design, l'auteur dit que c'est le livre de comment appliquer extreme programming. C'est un livre sur l'extreme programming, en fait. Et toutes ces idées, on le fait avec extreme programming, et on introduit des patterns, des aggregates, des entités, des repositories, des factories. Donc c'est ça l'idée on peut refactorer du code vers des repositories, vers une entity, etc. Les prérequis pour faire le refacto. Donc si tu vois des codes dégueulasses, tu dis bon, il faudra que je refasse ça, c'est pas beau, c'est difficile à modifier. Il y a un prérequis, c'est de mettre des tests. Il faut que tu sois en mesure de savoir si j'ai cassé la fonctionnalité ou pas. Du coup, on est obligé de mettre un test. Je ne dis pas unit test, il y a plusieurs façons de tester. Idéalement, ce n'est pas juste j'exécute et je regarde et je dis ok, ça c'est le résultat, puis je modifie, je re-regarde avec mes yeux. C'est touchy. Vaut mieux que ça soit quelque chose d'automatisable et laisser la machine faire la validation, pas toi avec ta tête et tes yeux, parce qu'on est faillible. Donc il y a plein de façons de faire pour mettre des tests. Je crois que j'avais un slide. Le Golden Master, vous connaissez les Golden Master? C'est la façon probablement la plus facile. Vous exécutez le logiciel qui a un output en texte. Souvent, vous pouvez faire un sortie en texte. Vous gardez une copie, vous modifiez et vous vérifiez que le sortie n'est pas changé. Il y a des façons de faire automatisées. Le code legacy. On entend souvent parler de code legacy en même temps que refacto. Et c'est quoi le code legacy? Déjà, c'est code existant. Certains disent le code que tu as créé hier est déjà legacy. Surtout si tu n'as pas mis les tests. Souvent, c'est le code qui a été écrit par quelqu'un qui n'est plus là. C'est Pierre qui a écrit ça? Oui, Pierre, bon, on ne sait pas. Mais le plus important, c'est quelque chose qui existe. La plupart du temps, c'est en production, sinon on ne va pas en parler, on s'en fout. Et que ça gagne de l'argent. Ça, c'est le plus important.
Donc, legacy, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'ils aiment, parce que quand même, il faut rentrer de l'argent aussi. Hein. Et puis, quand on doit changer. Parce que si ça tourne et il n'y a pas de besoin de changer, ben, on s'en fout. Le refactoring malapropisme. Donc, Martin Fowler, avant moi, en 2004, il a créé un article dans son blog qui disait « Arrêtez de mal utiliser ce terme ». Il s'est défini, donc utilisé dans le bon sens, et je ne veux plus entendre parler de projet de refacto. Donc, moi, c'est juste un redit. Ça ne prend pas des jours. Le logiciel n'est pas cassé pendant des jours. Il y a une logique à le refacto qui s'applique au logiciel. Et donc, si tu dis et lis dans son article, tu ne peux pas refactoriser un document Word. Parce qu'il n'y a pas de logique dans un document Word. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui a une logique, qu'on peut bien, une logique et un comportement bien défini. Réécriture. C'est quoi la réécriture? Qui a déjà entendu ça? Il faut tout jeter et recommencer. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça dépend. Souvent, ce n'est pas la bonne idée. Souvent, ce n'est pas la bonne idée. On peut en arriver là. Moi, j'ai vécu des projets. Il y a un boîte qui maintenant est juste de l'autre côté. Je n'étais pas sur ce projet, mais j'étais dans la boîte et j'étais dans le 4e essai de réécriture d'un système qui était en production et qui gagnait plein d'argent. Et ils avaient déjà passé, je pense, 3 ans à 20 développeurs à essayer de réécrire. Mais ils n'avaient pas de test. Et sans blague, je parle avec un produit, il dit « Ouais, il faut, la prochaine fonctionnalité à implémenter, c'est celui-là. » Je dis « OK, ben, est-ce que tu as des docs de fonctionnalité? Qu'est-ce que ça doit faire? » Je ne sais pas, regarde dans le stored proc. Mais les produits ne savaient pas ce que ça faisait. C'est quoi le règle métier? Ils ne savaient pas. C'est dans le code, c'est dans le legacy. Donc, si tu entends parler de big rewrite ou il faut tout jeter et recommencer, mets à jour ton CV. Et ça ne va pas être des mois joyeuses qui vont arriver. Hein. Donc, c'est souvent des chefs qui décident. C'est rarement les équipes qui s'engagent volontairement sur une réécriture massif. Et c'est souvent, il y a des problèmes récurrents qui arrivent avec le logiciel et du coup, les chefs sont marre, ils disent bon, mais il faut refaire. Ils pensent que ça va être plus rapide de refaire à neuf, mais comme je viens de dire, ça c'est la grande déception. C'est pas aussi facile qu'on croit et voilà, ça va être vous connaissez le terme Death March, marche ou crève. Ça finit comme ça. Donc, les écueils de la grande réécriture, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. De refaire la même chose qui existe déjà, ça n'apporte aucune nouvelle valeur au client. Lui, il ne veut pas payer. Ah, c'est refait en Kotlin? Génial! Ils sont fous. Oui, ça fait la même chose? Oui? Ah bah... tu vas voir, c'est comme le XKDI, il existe 10 standards, ah ben on va faire un 11e, mais non, tu en as 12. Tu vas avoir 2 systèmes à maintenir, parce que rarement, le premier réécriture va marcher comme l'existant, et du coup, tu vas avoir des clients qui ne vont pas vouloir changer, et du coup, maintenant, tu as 2 systèmes. Donc, c'est joyeux. C'est difficile à savoir ce qu'on réimplémente. Comme je viens de dire, parfois, il existe depuis 20 ans, on ne sait pas ce que ça fait. C'est quoi le calcul?
C'était écrit par un matheux, c'est que des fonctionnalités avec des variables en 1 lettre. Le bit shifting. Voilà, et puis c'est vraiment très très difficile de faire migrer les clients. J'ai vu ça plein de fois. Il y a un nouveau système, il marche beaucoup mieux. Ouais, mais l'autre, il marche. L'autre, je facture des millions par an. Je suis content. Parce qu'on est très optimiste. Et souvent, ils font une estimation. Et souvent, c'est les chefs qui font l'estimation. Ils disent, l'équipe peut écrire cette fonctionnalité dans un mois. Donc, il y a 10 fois ce type de fonctionnalité, donc ça va prendre 10 mois. Voilà. Voilà. C'est déjà, ils essaient d'estimer. Moi, je suis fan de no estimates. Donc, fait plutôt le faire et voir marcher que essayer de prévoir, parce qu'on ne sait jamais ce qui est derrière la prochaine ligne. Et voilà. Le grande réécriture, j'ai jamais vu finir bien. Tu as l'équipe épuisée. Il y a tout le monde qui part. Il y en a qui partent en burn-out, il y en a qui se barrent pour un start-up qui fait un truc cool et pas de réécriture ennuyeux. La direction n'est jamais satisfaite, bizarrement. La restructurisation, okay, ça c'est une option. C'est pas de refacto. C'est une autre façon de faire de réécriture. Si vous avez une grande base legacy, ce livre est très très intéressant, plein de bonnes idées sur comment faire des refactos simples sur le code pour introduire les points où tu vas pouvoir commencer à découper et extraire des fonctionnalités, refacto to patterns. Donc, et beaucoup d'idées de comment mettre sous test un système legacy aussi. Quelques références. Je sais pas, je suis où en temps là. J'ai l'impression d'aller très vite. Il me reste 5 minutes? OK, parfait. Quelques références. Donc, Kent Beck. Qui connaît le nom Kent Beck? OK. Donc, c'est un des créateurs d'Extreme Programming. C'est un peu le dieu de l'informatique, programmation. Donc, Kent et Ron sont tous les deux le co-créateurs d'Extreme Programming avec d'autres personnes aussi, c'est pas que. Qui continuent à écrire les choses. Donc, cette année, je pense. C'était cette année ou l'année dernière? Ouais. Donc, Tidy First, c'est son dernier livre qui est sorti, qui n'est pas très épais, c'est pas. Mais non, ils font plus des trucs de 800 pages. C'est une centaine de pages, très sympa. Qui parle de refacto dans le sens qu'il faut garder le code propre. Et si tu gardes le code propre, c'est plus facile de revenir et de comprendre ce que ça fait et d'introduire de nouvelles fonctionnalités. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Il y avait un conf sur Tidy First à GP Basque qui était très intéressant, qui allait beaucoup plus profondément dans le sujet. J'ai pas fini le livre. Par contre, j'ai fini celui-là. Et c'est donc Ron Jeffries. Ça lit hyper facilement. C'est vraiment juste des petites antidotes sur comment écrire le code qui est facile à modifier, testable, réutilisable, ou réutilisable, mais c'est très très intéressant. Comment travailler avec tes équipiers aussi. Donc c'est vraiment plein de bons conseils. Et voilà. C'est tout pour moi. Merci.